idéal, mais il faut montrer aussi des choses positives. Il ne faut pas toujours regarder que le négatif. Il y a des choses qui se mettent en place. Alors c'est vrai que pas partout, mais il y a des choses qui se mettent en place. Et donc c'est vrai que notre but aussi, c'est de montrer que c'est possible et que ça peut se faire. Donc on va passer au partenariat. Oui. Simplement, je voulais souligner que ces enfants qui sont pris en charge, qui étaient en souffrance pour un certain nombre d'entre eux, quand je suis arrivé dans l'établissement, aujourd'hui ne sont plus en souffrance scolaire, je le garantis. Et ça, je parle sous la bienveillance aussi du médecin scolaire qui encadre aussi tous ces élèves. Et puis ce sont des élèves qui réussissent tous. Ça, c'est un point important aussi. Donc maintenant, on va parler de partenariat donc avec Madame Lagrange, qui est enseignante référente. Donc, je confirme que M. Guillot propose, en tout cas dans son établissement, quelque chose qui est relativement idyllique et qui est en tout cas très pensé, et que le partenariat, pour le coup, dans son établissement est mis en place d'emblée parce que M. Guillot est porteur de ce partenariat-là. Donc, dans les autres situations, en tout cas, on peut dire que l'enseignant référent, il est quand même en position centrale par rapport au partenariat. Et du coup, j'aimerais illustrer mon propos de deux façons, en disant que l'enseignant référent est un partenaire pour les familles, les équipes d'école, éventuellement les soignants, bien évidemment. Et donc, il faut qu'il prenne cette posture de partenaire. Et la deuxième partie de mon propos, c'est pour dire que l'enseignant référent, justement, quand le partenariat n'est pas mis en place d'emblée dans l'établissement, il peut aussi essayer, en tout cas, d'accompagner le partenariat pour qu'ils se mettent en place autour de l'enfant en situation de handicap, et en particulier les enfants 10. Donc, l'enseignant référent, donc ce que je disais, c'est que de par sa fonction, il est forcément en lien avec l'équipe d'école, avec les membres de l'équipe avec la famille, bien évidemment, et avec les soignants, parce qu'il a une situation avec un dossier qui a été monté, et le partenariat, il connaît les gens qui sont autour du jeune. Donc, sa mission étant de favoriser l'articulation des actions des équipes pédagogiques et des partenaires, il faut que l'enseignant référent intervienne pour que ce partenariat se mette en place. Donc comment le RSH, l'enseignant référent, peut être un partenaire, lui, un interlocuteur privilégié auprès des personnes autour de l'enfant. Déjà en étant présent par rapport aux sollicitations et aux interrogations à la fois des familles, des équipes d'école, éventuellement des soignants. Ensuite, il est important que l'enseignant référent, quand il n'y a pas de partenariat déjà mis en place, puisse se rendre dans les écoles et faire le point précisément sur les situations des enfants en situation de handicap, dont les enfants 10, et qui fasse le point sur quel a été le parcours du jeune, pour pas qu'il y ait de rupture. Voilà, il a vécu ça avant et on en est, il avance, il progresse. Préciser quelle est la compensation du handicap aussi pour l'année en cours, sachant que l'enseignant référent, bien évidemment, n'intervient que pour les enfants qui ont une notification de la MDPH, donc un PPS possible. Et aussi, l'enseignant référent, communiquer sur les compétences, les besoins, les difficultés et sur le trouble. Quelle est la difficulté de l'enfant et comment on peut éventuellement l'aborder. L'enseignant référent peut proposer aux équipes d'école, si elles le souhaitent, d'avoir accès à des ressources, des outils qui sont disponibles par exemple sur le site de l'ASH du Rhône. Il y a ce qu'on appelle les livrets pour les enfants atteints de troubles spécifiques des apprentissages, qui sont disponibles pour les équipes enseignantes du premier degré et du second degré pour pouvoir mettre en place des aménagements. Il y a d'autres sites internet qui sont possibles, le site Integrascol, le site de l'INCHEA, qui propose des possibilités de pistes d'aménagement. Donc les équipes peuvent se saisir de ça et l'enseignant référent peut en faire la promotion. Excusez-moi, vous pouvez redire le nom des sites? Alors les sites de l'ASH du Rhône, et Integrascol et INCHEA. INSHEA, pardon. Institut National Supérieur pour l'éducation des jeunes handicapés et l'enseignement adapté. Voilà. Donc l'enseignant référent peut aussi, comme disait M. Guillot, il y a l'importance, les équipes d'école ne sont pas forcément formées pour accueillir les enfants, donc l'enseignant référent il peut rappeler que vous êtes une équipe de second degré, vous pouvez faire appel à la DAFOF pour avoir une formation sur tel trouble. Dans le premier degré, ça peut être plutôt de dire faites appel à l'équipe de circonscription
avec les conseillers pédagogiques ou les conseillers pédagogiques ASH, qui peuvent accompagner à la compréhension. Donc ensuite, l'enseignant référent, il me semble, en tout cas pour ma part, c'est ce que j'essaie de faire, c'est de mettre en place le partenariat autour de l'enfant sans être présente forcément, parce que je ne suis pas auprès de chaque enfant tout le temps, c'est pas possible. Toujours dans la rencontre avec les équipes pédagogiques, c'est leur proposer d'entrer en lien avec les professionnels qui suivent le jeune, les ergothérapeutes, les psychologues, les orthophonistes, les psychomotriciens, les CESAD, en donnant les coordonnées, en leur disant que de toute façon il est important qu'ils fassent le lien sans quoi les aménagements ne sont pas en place. Et on peut aussi proposer aux équipes enseignantes de faire appel à des professionnels de leur propre institution, les médecins scolaires, pour le premier degré les membres des réseaux d'aide, les équipes de circonscription pour le premier degré aussi, et puis dans le second degré les conseillers d'orientation psychologue, et bien évidemment des enseignants qui, dans chaque établissement, il y a toujours un enseignant un peu ressource quand même, qui peut proposer à l'équipe d'école, voilà, moi j'ai déjà essayé ça en classe, si ça vous intéresse, vous pouvez aussi essayer vous, il peut y avoir des échanges de cet ordre-là. Et le référent peut impulser ça. Et le dernier moyen, et le moyen le plus institutionnalisé pour les référents, c'est bien évidemment la mise en place de l'équipe de suivi de scolarisation, qui a lieu au minimum une fois par an, mais qui peut avoir lieu plus que ça. Et c'est le moyen de mettre en présence, pour le coup, toutes les parties, les parents, les enseignants, l'équipe de direction et les partenaires. Voilà, donc en conclusion, moi ce que je voulais dire, c'est que l'enseignant référent, il ne peut pas imposer la mise en place des aménagements aux équipes, parce que parfois on a quand même des parents au téléphone limite en pleurs, nous disant ouais mais là mon fils il est très dyslexique et il n'y a rien qui est fait au collège ou il n'y a rien qui est fait à l'école, comment on fait? Moi je peux simplement solliciter l'équipe en disant voilà tel partenariat est possible, mais je ne peux pas imposer la mise en place des aménagements, ça relève vraiment du parcours et de l'envie individuelle des équipes et des enseignants. Par contre, sur le sélecteur, ce que je repère, c'est que donc, dans le premier degré, c'est plus facile de mettre en place à la fois le partenariat et les aménagements parce qu'il y a peu d'interlocuteurs, un enseignant. Et dans le second degré, même si c'est encore difficile, il y a de plus en plus en tout cas de questionnements à ce propos. Et moi, les chefs d'établissement, voire des profs principaux, m'appellent en disant comment on fait pour cet enfant-là, il y a quelque chose, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc il y a pour moi un réel mouvement dans le bon sens au niveau du collège. Et il faut noter que c'est positif. Voilà. Donc le troisième thème abordé, donc on va passer aux aménagements possibles. Donc avec Isabelle Alter qui va nous parler d'une expérience en maternelle, et puis après Carole Jambon, donc plus en élémentaire. Bonsoir, moi j'ai juste envie ce soir de vous raconter en fait une expérience vécue lors de mon parcours d'enseignante en maternelle avec une petite fille dysphasique en grande section. Le point sur lequel j'aimerais vraiment insister ce soir, c'est le regard bienveillant de l'enseignant, de l'enseignante, des adultes de l'école et des camarades de classe, et le regard aussi encourageant par rapport à ses enfants. Cette petite fille, en effet, avait tendance à être renfermée sur elle-même, à être sur la défensive lorsqu'un adulte de l'école lui parlait ou s'adressait à elle. Il me semble donc en fait nécessaire d'insister sur le fait que la présence d'une AVS dans cette classe, qui répétait individuellement la consigne, qui faisait avec elle le premier exercice ou l'item qui était demandé, qui vérifiait la compréhension de l'enfant, qui la recadrait si elle n'avait pas compris ce qui était demandé, qui aussi l'aidait à se mettre au travail parce qu'elle n'avait pas toujours envie d'affronter la difficulté, qui l'a aidé en fait à être plus autonome, à être capable de dire si elle ne comprenait pas quelque chose ou si elle n'était pas capable de le faire. Le fait aussi, en fait, un autre point important, c'était par rapport à cette dysphasie, c'était de lui laisser le temps de prendre la parole et de laisser libre cours à sa parole en groupe classe. C'était aussi faire attention à ce qu'aucun autre élève de la classe ne l'interrompe. Il arrivait parfois qu'elle ait du mal à trouver ses mots, il lui était soit proposé l'aide d'un autre camarade pour dire un mot à sa place, ou une à l'AVS pouvait aussi l'aider à parler, ou alors on pouvait reformuler ce qu'elle nous avait dit et lui demander si c'était ça ou si ce n'était pas ça.
On pouvait donc faire des propositions de mots par d'autres camarades et reformuler à sa place. Le fait aussi d'avoir des consignes avec des pictogrammes, de découper les tâches en plusieurs consignes successives et non simultanées. Par exemple, lors d'un projet sur le jardinage, il était demandé à ses élèves de grande section de prendre une graine, de la coller dans un tableau, d'écrire en dessous le nom de cette graine en se référant à un dictionnaire de classe. Et bien elle ne faisait qu'une tâche à la fois, c'est-à-dire qu'elle allait chercher la graine, qu'elle la collait sur une seule page, elle n'avait pas un tableau, elle avait une page par graine, et en dessous des lignes où elle devait recopier le nom, et les noms étaient en fait en face d'elle, elle n'avait pas à chercher l'information plus loin, elle restait en fait à sa place. Le fait aussi d'utiliser une méthode phonogestuelle au niveau de l'apprentissage de la lecture, de la phonologie, donc la méthode Borel-Messoni, qui en fait m'a permis aussi d'aider d'autres enfants en difficulté. Donc on s'aperçoit d'avoir un élève dysphasique dans la classe, mais ça nous permet aussi d'aider les autres parce qu'on se remet en question. D'avoir aussi de faire frapper les mots par l'AVS lorsqu'on devait rechercher des syllabes. D'avoir des fiches basées toujours un petit peu sur le même principe pour ritualiser, pour automatiser sa réflexion, pas sa réflexion, mais pour avoir des automatismes et qu'elle ne soit pas perdue dans ce qu'il était demandé. Le fait aussi de travailler sur un imagier pour faire des collections de mots, de lui donner le droit d'utiliser du matériel, de manipuler, même si les autres élèves de la classe n'en avaient pas forcément besoin, c'est-à-dire soit des jetons pour des correspondances terme à terme, pour dans la résolution de problèmes, avoir des bandes numériques accessibles à tout instant, si bien en carte-point qu'en collection de doigts. Le fait de faire dans la classe en même temps que les autres et non pas à côté ou à rattraper un travail qui avait été difficile en dehors de l'AVS, mais de faire en même temps que les autres. Le fait aussi d'avoir la créance de l'AVS dans la cour de l'école lui a permis de se lier avec d'autres camarades, d'avoir en fait des relations plus saines, parce qu'au niveau du langage, donc, des choses qui pouvaient se dire par l'intermédiaire de l'AVS, quand il était difficile pour elle de parler. Le fait aussi d'avoir des concertations avec l'orthophoniste dans des équipes de suivi de scolarisation ou en dehors, d'avoir des parents qui nous ont suivis, même si parfois ça peut être difficile pour eux, nous a permis en fait de mieux appréhender en fait les difficultés de cet enfant. Et à la fin de l'année scolaire, on a eu une petite fille qui s'est totalement épanouie, qui levait la main en classe pour participer, qui avait le sourire, et donc en fait c'était voilà, c'était très bien. Et à la fin de cette année scolaire, elle est donc passée au CP, et nous avons donc eu une équipe de suivi avec l'école primaire. Et cette petite fille est donc, est donc passée au CP avec la même AVS, puisque la maman s'était battue pour conserver la même AVS, puisque ça fonctionnait bien. Et donc je vais donc passer la parole à ma collègue qui va vous expliquer, elle, ce qu'on veut faire en élémentaire. Merci. Juste une question, vous aviez eu une formation avant par rapport à la dysphasie ou cet enfant est arrivé dans votre classe et vous vous êtes renseigné par vous-même? Non, je n'avais pas eu de formation au niveau de la dysphasie. Par contre, j'avais une directrice d'école qui s'était formée par elle-même, qui était très investie. Et en fait, on ne restait pas tout seul dans sa classe, on a besoin des autres. Voilà, il y a eu l'orthophoniste, le partenariat avec l'orthophoniste. Voilà, des échanges verbaux aussi avec la directrice qui ont permis d'arriver à faire quelque chose. Donc, bonsoir, donc, je suis Carole Jambon, je suis enseignante en école élémentaire, je ne suis pas une enseignante spécialisée, mais je vais rebondir un petit peu sur la réponse de ma collègue. Alors moi je fais partie de ces enseignantes qui n'ont pas eu de formation au départ, et depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, je scolarise dans ma classe des enfants porteurs de troubles spécifiques d'apprentissage, des enfants dysphasiques ou des enfants plutôt dyspraxiques. Et en fait, au début, c'était un petit peu la catastrophe pour moi, au niveau de mon enseignement. Il a fallu vraiment que je le remette en cause, que je remette en cause ma pédagogie, et puis justement que je m'ouvre sur l'ensemble des partenaires et des réseaux spécialisés qui connaissaient un petit peu, voilà, pour m'auto-former. Puis ensuite, j'ai pu avoir des formations, puisque je les ai demandées, je me suis investie. Mais au départ, c'est vrai que je me suis retrouvée complètement démunie dans ma classe, avec des élèves justement en grosse difficulté, en grosse souffrance, et puis ma pédagogie qui n'était pas forcément adaptée. Donc, ne restant pas seule, j'ai vraiment demandé l'appel justement, je suis allée sur le site de l'ASH, j'ai rencontré des conseillers pédagogiques, j'ai rencontré les partenaires médicaux qui connaissent bien ces élèves-là, c'est-à-dire les orthophonistes, les ergothérapeutes, des psychomotriciens, etc. Je ne vais pas
les citer. Et puis petit à petit, cas pratique, ça a été un petit peu des réussites et en même temps des échecs hein, dans ma classe. Petit à petit, j'ai réussi à monter des outils, pas toute seule, hein, en allant piocher, je vous dis, dans différents sites, et puis par expérience de terrain, avec des choses qui fonctionnaient, puis d'autres un petit peu moins bien. Et au fur et à mesure des années, eh bien, je me suis dit, tiens, on va lister un petit peu tous ces outils qu'on peut mettre en pratique dans les classes, et puis pourquoi pas les diffuser, et pourquoi pas justement les faire appliquer, et aider d'autres enseignants justement à les appliquer. Donc je pars d'un PowerPoint, donc il faut que je me dépêche parce que je sais qu'on a très peu de temps, donc j'ai pas mal de pages, donc vous allez avoir un support visuel en plus du support auditif. Voilà. J'ai 15 minutes, donc il faut que je me dépêche. Donc je commence par une citation à laquelle je tiens, parce qu'en fait tous les outils que j'ai pu mettre en place ou que j'ai cherché, que j'ai un petit peu élaboré, tous ces outils qui au départ sont mis à profit des élèves 10, en fait, je me suis aperçue qu'ils pouvaient servir à tous les élèves dans la classe. Comme ça, on remet un petit peu les différences, on chassait un petit peu la pédagogie, chassait un petit peu toutes ces différences, et on avait des outils communs, quelque part un fonctionnement commun, qu'on soit 10 ou non, dans un milieu ordinaire. Donc cette citation, je l'aime beaucoup, de M. Lafay, qui dit qu'il n'y a pas de pédagogie spéciale pour tel ou tel handicap, mais une pédagogie qui s'adapte à chaque enfant dans ce qu'il a de spécial, qu'il soit ou non handicapé. Donc je vais vous présenter, et donc je vais les lire puisqu'il faut aller vite, des aménagements, vous les retrouverez sur le site de l'ASH du Rhône, et puis on verra avec les associations ensuite sur le site de la journée des 10, puisque je vais aller très vite. Donc des aménagements pour la classe. Afin de faciliter la concentration, donc, il est très important d'instaurer des rituels dans la classe. Je dirais même au collège, essayez aussi d'harmoniser ces rituels et les pratiques d'un professeur à l'autre. Parce que ce n'est pas évident pour les enfants de s'adapter aux différents professeurs, à leur manière de travailler. Placer l'élève correctement en classe, à côté d'un élève calme si possible, en tenant compte de tous ces problèmes qui l'entourent, c'est-à-dire problèmes visuels, comportement. Tout dépend du balayage, par exemple, visuel. Donc peut-être mieux que l'enfant soit du côté gauche ou du côté droit. Ce sont des petites choses, mais ça aide beaucoup, ça évite vraiment les écueils de début d'année. Limiter au maximum les éléments susceptibles de le distraire. Ne pas le placer à côté d'une fenêtre. Supprimer les objets distrayants sur le bureau. Et éviter aussi la surstimulation visuelle. On n'est pas obligé de le noyer sous plein d'affichage non plus. Et puis quelque chose de très important, je le souligne à chaque fois, est travailler dans le calme. Je crois que même si on a un travail de groupe, on peut permettre des échanges, au niveau de la fatigabilité, il est très très important, on est des élèves 10 ou non inclus dans un milieu ordinaire, d'avoir quand même un travail un maximum dans le calme. C'est très important, avec des échanges, hein, donc des normes, on lève la main, etc. Mais bien travailler dans le calme, c'est très important. Pour restaurer la motivation et l'estime de soi, il faut encourager les progrès, même minimes, j'allais dire toujours positiver. Il y a des choses qui ne sont pour l'instant pas possibles à atteindre, on les laisse de côté, et puis on avance, et tout ce qui est pris, j'allais dire, n'est plus à prendre, on travaille, on empile un petit peu les connaissances sur les progrès. Donc il faut veiller aussi à la socialisation de ces élèves donc, en classe, mais également en cours de récréation et dans les établissements. On sait très bien que les enfants ne sont pas tendres entre eux, et je veux dire, la limite par rapport à l'enseignant, bon, ce n'est pas que la classe. Il faut essayer de voir un petit peu à l'extérieur et en dehors l'accompagnement avec les parents. C'est un travail vraiment en partenariat. Être patient face à la lenteur et surtout mettre les points forts en valeur. Toujours s'appuyer sur les points forts de l'élève afin de pouvoir avancer. Donner à l'élève le temps de réaliser les tâches, lui permettre des pauses, et puis adapter son emploi du temps lorsque cela est possible. En élémentaire, c'est tout à fait possible, sauf pour des plages en éducation physique et sportive imposées. Autrement, il est quand même possible, en tenant compte de la fatigue, de l'alternance, l'écrit ou oral. C'est moins évident au collège et au lycée. Je suis bien d'accord avec vous. Il faut une évaluation dynamique aussi en situation d'apprentissage, l'action de l'élève. Lui donner rapidement des points de repère s'il est sur la bonne voie ou non, afin de tout de suite remédier et d'éviter qu'il s'engouffre comme ça dans un écueil, oui exactement. Des informations parcellaires et lui dire quand on y reviendra, en disant pour le moment c'est pas possible, mais on va y revenir plus tard. Donc toujours positiver et ne pas décourager l'enfant.
Noter aussi, avec plus de souplesse, plutôt les réussites par rapport aux erreurs, même dans une dictée. Hein, on essaye de plutôt compter les mots justes que les mots faux. Voilà, essayer de trouver quelque chose. Pour l'apprentissage de poésie, un enfant dyspraxique, il va avoir du mal à mémoriser, ou même un enfant dysphasique, ça dépend le degré. Il va avoir des difficultés à mémoriser une poésie en entier. Donc ce qu'on peut faire, c'est travailler avec des enfants relais, où il n'aura qu'une strophe à apprendre, et puis on complète avec les autres élèves de la classe afin de créer une harmonie. L'évaluation orale aussi doit être privilégiée, ainsi que la tolérance d'un graphisme malhabile et d'une présentation brouillonne. Un enfant dyspraxique a des difficultés en graphisme. Donc, si on le juge uniquement là-dessus, il va être en échec dans toutes les disciplines. Donc, une fois que j'ai cet élément, ce que je fais, c'est que je m'appuie en me disant, bon, il va falloir mettre de côté la présentation graphique et présentation brouillonne et m'appuyer sur les réponses et puis laisser de côté cette présentation. Ne pas la noter, ne pas la juger. Surtout quand je ne suis pas en écriture ou en graphisme, en évaluation. Si je suis en mathématiques, et je vais tolérer justement cette présentation qui va être un petit peu plus brouillonne. Donc, encouragement à imiter et à critiquer, et se baser toujours, comme je disais, sur les points forts d'élèves afin d'adapter les enseignements, de s'appuyer dessus et de différencier un maximum les exercices. Pour aider à l'organisation, donc en maternelle, il faut envisager une aide pour l'apprentissage de l'habillage, tous les travaux manuels, les ateliers de motricité, et ne pas insister sur les puzzles et les jeux de construction. Je parle essentiellement pour les enfants dyspraxiques, qui ont des troubles moteurs importants. En élémentaire, il faudrait limiter l'écrit, alors soit par les exercices à trous, les QCM, les étiquettes, éviter la copie, donc plutôt fournir des photocopies ou des textes scannés, pourquoi pas des secrétaires assistants, des tuteurs, si on a la chance d'avoir une aide, l'AVS, et puis aider l'enfant à gérer son matériel sur le bureau, son cartable. Ça, c'est très important, parce qu'autrement, on le met déjà en difficulté. Alors, essayez d'avoir à disposition du matériel et des outils adaptés, comme un mobilier qu'on peut demander auprès de la mairie, ou auprès justement d'inspection, au niveau des démarches. Alors après, ça passe souvent par la mairie. Donc, le mobilier, ça peut être une chaise et un bureau adapté qui ne bouge pas trop, qui sont inclinés. Un ordinateur pour les dictées. À titre personnel, moi j'ai récupéré un ordinateur qui est toujours en fond de classe. Et donc tous ces outils, je le dis bien, peuvent servir à tous les autres élèves de la classe également qui sont en difficulté. Un pot à crayon, un guide-doigt, des règles WC. Il existe du matériel spécifique pour les enfants dyspraxiques. Et bien sûr, si on travaille en partenariat, il faut écouter bien sûr les conseils de l'ergothérapeute ou du psychomotricien ou de l'orthophoniste pour mettre ces aménagements en place. Avoir à disposition en fond de classe des imagiers, des dictionnaires adaptés, c'est-à-dire des dictionnaires à encoche qui permettent de pouvoir plus manipuler, des documents visuels, sonores et tactiles. Et c'est bien pensé toujours à avoir ces trois éléments. Il est important aussi que l'élève sache dans une journée comment il va pouvoir s'avancer, comment il va pouvoir évoluer. Donc avoir une fiche de travail, ça peut être un emploi du temps de la journée, qui guidera cet élève dans le déroulement de celle-ci. L'utilisation du classeur est à proscrire. C'est trop compliqué. Alors quand on est dans les petites classes, c'est déjà pas évident. Alors plus on monte, même au collège, c'est trop difficile. Donc préférez des cahiers du jour de 24-32, vraiment des grands cahiers où on colle carrément la feuille sans difficulté, afin qu'elle ne déborde pas et que le cahier soit quand même présentable. Limiter le nombre des cahiers, coller une fiche de garde. On ne va pas demander à l'enfant d'écrire sur toutes ses entêtes de cahiers. On colle une fiche de garde. Ça peut être fait au collège par les familles à la maison. Ça peut être une adaptation avec les professeurs. Et puis, utiliser des cahiers de différentes couleurs, avoir des repères colorés. Enlever les protège-cahiers, qui de toute manière souvent finissent bien déchirés. Et puis, préférer des cahiers avec des rabats solides ou des couvertures adhésives. Il y en existe plein maintenant. Les présentations écrites qui doivent être aérées. Alors, il y a des tailles de police un petit peu normatives maintenant. Taille numéro 12 ou 14 et Arial 12 avec interligne. On peut surligner en gras une syllabe sur 2 lors de l'apprentissage de la lecture, faire des marquages verticaux au début des lignes, surligner au lieu de souligner.
tout ce qui pose de difficultés motrices, là je parle plus pour les enfants dyspraxiques, donc utiliser beaucoup de couleurs, coloriage, surligner, étiquettes, autocollants, gommettes, et bien sûr donner une tâche à la fois à chaque enfant, ou la consigne monotâche. Si vous avez une fiche d'exercice que vous voulez donner à tous vos élèves, là je parle pour les enseignants, pour les élèves dyspraxiques ou dysphasiques, ça va être très difficile de gérer cette feuille qui va arriver avec plein d'exercices dessus. Donc même si vous avez un niveau d'exigence où vous souhaitez que l'enfant puisse faire tous ces exercices, découpez la page, découpez les exercices, les donner un par un, augmenter la taille, c'est assez facile à faire maintenant avec les photocopieurs, avec les ordinateurs. Mettre le modèle à copier sur le bureau de l'élève, surtout un enfant dyspraxique. Au tableau, il va avoir des difficultés de repérage par rapport aux lignes, par rapport au tableau. Donc lui laisser la possibilité d'avoir sous les yeux le modèle, écrire lisiblement au tableau, de façon aérée. C'est un gros travail de l'enseignant, ce que je disais dans l'animation d'avance. J'ai eu l'occasion d'aller voir un petit peu ce qui se passait au collège et de rentrer dans des salles au collège. Et c'est vrai que c'est un monde à part par rapport à l'enseignement et puis par rapport au type d'écrit qu'on peut retrouver. C'est-à-dire que même un enfant, même un élève qui suit bien, qui vient du milieu ordinaire, qui n'a aucune difficulté, on est déjà un petit peu surpris et perdu par rapport à la mise en page que l'on trouve au tableau. En élémentaire, on est encore avec une écriture cursive, etc. Et on ne la retrouve pas forcément au collège et du coup la prise de notes est très difficile. Il faudrait voir un petit peu les cahiers, et là on prend peur par rapport justement au rendu sur le cahier de l'élève. Utiliser la couleur, accentuer les repères visuels, vérifier la copie et la corriger, ne pas laisser de faute. Si possible, on fait une photocopie d'une leçon bien propre que l'on donne à l'élève qui va surligner les choses importantes, mais ne pas laisser traîner des fautes, surtout dans l'apprentissage de leçons. Réduire la longueur du texte à lire et le nombre de réponses à rédiger. Utiliser pour l'accès au texte littéraire et à la lecture d'œuvres, la lecture orale de l'adulte, enseignants, parents, AVS, maintenant il y a des livres audio et vidéo, donc des supports multimédia, il faut les utiliser. Donc aider le repérage dans un texte photocopié, je reprends, souligner, surligner, entourer les connecteurs, mise en évidence des paragraphes. Limiter les tableaux à double entrée qui sont trop difficiles à lire. Et puis apporter, ça je parle pour les petites classes, mais c'est aussi valable pour les grandes classes, apporter un maximum de matériel concret. Alors c'est difficile à manipulation et difficile pour les élèves dyspraxiques, mais je crois qu'il faut quand même, je dois s'approcher, j'ai peur. Donc il faut quand même un maximum donner du concret, donner du sens dans tout ce que l'on fait. Je me dépêche. En cas d'usage de schéma, les simplifier un maximum et ne laisser que les éléments essentiels. Anticiper les difficultés lors de la préparation des séances en disant là, qu'est-ce qui va se passer pour tel et tel type d'élèves en fonction de leurs difficultés. Et pas faire quelque chose de standard commun qu'on va lancer à tout le monde. Essayer d'avoir plusieurs pieds d'entrée, de différencier. En fait, c'est ça, hein, le maître mot, c'est différencier un petit peu ces exercices, sa pédagogie. Différencier des exercices sans baisser le niveau d'exigence. Et puis au collège, ça je l'ai dit, harmoniser les livres. Prendre en compte la fatigue et la lenteur générée par le trouble et adapter la communication adressée à l'élève. Donc l'aide audito-verbale doit être privilégiée. Donner des consignes simples, claires et courtes, on en arrive à la consigne monotâche. Essayer de ralentir son débit de parole, de bien articuler. Le tiers-temps, vous en a déjà parlé pour les évaluations. Donc les évaluations spécifiques existent, donc il faut demander un petit peu, il faut aller sur le site de l'inspection, demander à la circonscription aussi, des livrets d'évaluation spécifiques pour les enfants dyspraxiques existent. Surtout pour le passage des évaluations nationales de fin de CE1 et de milieu de CM2, fin de CM2. On peut utiliser tout à fait. Adapter du temps pour la compréhension d'un exercice, accorder des temps de pause, et puis bien sûr réduire le texte à lire, le nombre de questions, ça j'en ai déjà parlé. Pour faciliter la mémorisation, rythmer les activités.
ne pas rester 1 heure, 1 heure et demie sur la même activité. Donner quand même un petit peu de rythme afin d'éviter la fatigabilité, de partager et fractionner les tâches à accomplir, accentuer les repères visuels, comme je vous l'ai dit, des couleurs, des pictogrammes, des sous-mains, pas trop non plus, hein, il ne faut pas non plus la surstimulation visuelle, classer les documents avec des couleurs, résumer régulièrement ce qu'on vient de dire, et puis dans une consigne, vraiment colorier, faire ressortir, j'allais dire, les verbes d'action ou les mots-clés, même dans une leçon. Et puis utiliser des moyens mnémotechniques, des petites chansonnettes, des petites phrases comme ça, pour l'apprentissage de notions et de leçons. Pour compenser les difficultés à copier et à écrire, donc, on peut faire une demande d'ordinateur portable, logiciel adapté, dictée à l'adulte, tutorat. On peut trouver des alternatives à l'écriture manuscrite par rapport aux étiquettes autocollantes, texte à trous, questions à choix multiples, des lettres magnétiques ou en carton. Donc ça, c'est des choses que j'ai expérimentées. Et puis, il y a aussi des outils que je suis allée chercher. On est bien d'accord, ça c'est un petit peu un melting pot, mais de tout ce qui peut être possible et envisageable. Et il y en a plein d'autres. Si vous en avez, il n'y a pas de souci. On est preneur. Suspension provisoire d'exigences normatives, agissant comme un frein à la mise au travail. Et puis, utiliser pour mettre du sens dans l'apprentissage de l'écriture du graphisme en grande section maternelle CP-C1, des lignes de couleurs pour donner du sens justement à ces interlignes et ces lignes qui posent beaucoup de difficultés aux enfants dyspraxiques. Hein, comme je disais, alors là je mets une minute de plus, la ligne sur laquelle on écrit, c'est vraiment la ligne marron, donc moi je la symbolise en disant que c'est la terre, j'ai les 2 pieds sur la terre. Ensuite, la première interligne c'est de l'herbe, donc elle est en vert, et vraiment on dessine, on met sur ces interlignes, on met de la couleur au départ, petit à petit on l'enlève pour l'enfant. Si l'enfant n'en a pas besoin, tant mieux. Si l'enfant en a besoin, on lui met n'importe quel enfant, pas forcément un enfant 10. Donc ensuite, la deuxième interligne bleue, le ciel, troisième interligne jaune, le soleil, et ensuite, quand on descend l'interligne, qu'il y a 2 interlignes en dessous, c'est la du volcan, c'est le feu, etc. Et donc dans ma classe, j'essaye d'avoir un alphabet coloré afin de symboliser, de mettre du sens dans la hauteur des lettres, dans la hauteur, pour l'auteur des interlignes. Donc toujours du pratique. J'arrête, je regarde juste. Non, pour compenser les difficultés à lire, donc ralentir un débit trop rapide, adapter les supports. Voilà, donc il faut que je ralentisse mon débit, mais on peut utiliser un chevalet ou un pupitre de table pour des problèmes visuels. Donc aussi le monotage, donner un exercice à la fois, utiliser un cache quand on travaille sur des livres où on ne peut pas découper les pages, ni découper les... vaut mieux pas. Donc on utilise un cache afin de cibler l'attention juste sur un élément. Difficultés motrices, donc là on verbalise les productions graphiques, on peut utiliser plein de choses que je vais passer très très vite, de toute manière vous retrouverez de toute manière sur le site. Hein. En géométrie on peut utiliser pour les solides des géomags, vraiment donner du sens et mettre du concret, ce sont les maîtres mots de ces outils qui peuvent être utilisés vraiment par tous. Alors géomag ce sont des petites billes aimantés ainsi que des petits... voilà, pour faciliter la construction de solides et observer. Donc, comme ça, on a un repère, au lieu d'être sur un repère à un plan, on est vraiment en 3 dimensions en réel. J'avance, ça y est. Donc, je termine par ma dernière citation. On met que la bataille contre la souffrance, elle est gagnée lorsque chacune des personnes aidantes est persuadée d'apporter seulement une petite pierre à l'édifice de la construction de l'enfant. Je vous remercie, désolé. C'est pour rien, on a un timing, on doit fermer l'amphi à telle heure, etc. Donc on va vite passer aux questions-réponses. Donc vous pouvez poser différentes questions aux différents intervenants. Et puis alors par contre, pour tout ce qui est personnel, etc., on reste plutôt dans le général dans les questions. Il y a un livre ressources qui existe où vous pouvez noter des questions que les associations après transmettront soit à l'inspection académique, soit aux intervenants pour des réponses plus individuelles. Donc on passe tout de suite aux questions-réponses, mais un peu plus générales, s'il vous plaît. Monsieur. Oui, bonjour, je suis parent d'un enfant qui était en grande difficulté en 6e, qui rentre aujourd'hui en école d'ingénieur. Et je veux féliciter les enseignants, le chef d'établissement qui sont présents, qui sont bien entendu très impliqués.
On en a rencontré certains, mais ils n'étaient pas tous aussi impliqués. Je voudrais donner une recette quand même aux parents qui attendent parfois, qui sous-traitent un peu l'éducation de leurs enfants à l'éducation nationale. Je pense que l'éducation nationale peut beaucoup, mais que nous, parents, nous avons un rôle fondamental dans l'éducation de nos enfants, y compris en partenariat avec les personnels de l'éducation nationale. Je me suis impliqué associativement. J'ai reçu beaucoup d'informations dans les associations. J'ai aidé beaucoup de parents et je regrette le faible nombre de parents qui s'impliquent, le faible nombre de parents qui sont présents dans les réunions de travail. Je regrette la faible coopération des parents avec l'éducation nationale souvent. Voilà. Donc je veux remercier de nouveau les enseignants et les chefs d'établissement qui s'impliquent. Merci. Vous avez parlé de l'enseignant référent. D'après ce que je comprends, il n'achète que s'il y a un dossier LDPH. Alors comment on fait si on n'a pas de dossier LDPH et que notre enfant dans un collège a un problème? Alors c'est ce que j'exprimais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'après il s'agit de l'engagement d'une équipe dans un établissement. Alors il est vrai que, pardonnez-moi, je prends mon exemple, l'exemple de mon collège, parce que je ne peux pas parler au nom de tous les collèges ce soir, mais dans mon établissement, il y a des enfants qui sont pris en charge qui relèvent de la MDPH et les autres qui ont des 10 moins sévères, et ceux-là sont pris en compte effectivement grâce à l'équipe éducative qui s'est engagée autour de leur spécificité. Donc on répond de la même manière. Alors, par rapport à votre questionnement, il serait peut-être bon de vous rapprocher du médecin scolaire ou de l'infirmière de l'établissement qui sont là aussi pour aider à la mise en œuvre des équipes éducatives pour essayer de répondre aux problématiques de votre enfant. On peut trouver des petites fiches qui expliquent aux professeurs qui n'ont pas fait la formation comment faire avec un enfant 10. ASH du Rhône, ASH du Rhône. Sur celui-là, il y a un livret qui s'appelle le livret des enfants atteints de troubles spécifiques des apprentissages et qui parle à la fois du dépistage de ces troubles mais aussi des aménagements possibles. En tout cas, la connaissance du trouble et comment on peut aménager au minimum. Merci. Parlez sans micro parce qu'on n'entend plus. Oui. Est-ce que si on a une notification de la MDPH avec une AVS, il est possible qu'un PPS ne soit pas mis en place? Un projet personnalisé pour un enfant. Alors, la mise en œuvre du PPS, c'est-à-dire un document qui explicite clairement comment on met en œuvre les aménagements, l'accompagnement du jeune dans... Alors, le document, il y a un document qui existe, qui est officiel, qui est plus ou moins utilisé, on va dire comme ça, qui s'appelle mise en œuvre du PPS, justement. Ce document, il est disponible sur le site de l'ASH, là encore. Les enseignants référents en font la promotion auprès des équipes d'école, de collège, en disant faites par écrit précisément quels sont les besoins de l'enfant en termes de compétences, en termes d'aménagement scolaire, en termes de présence de VS. Si le VS n'est pas là, qu'est-ce qui se passe? Et ce document, hélas, il n'est pas obligatoire, il faut être clair. Donc si l'équipe d'école ne se saisit pas de ce document, hélas, on n'a pas trop la possibilité de l'imposer. Alors, dans ce cas-là, est-ce que nous, parents, lors d'une des réunions, on peut dire nous voulons le PPS? Alors, on peut toujours exiger. Après, comment on apporte, enfin voilà, on peut l'exiger effectivement. Après, il faut quand même rappeler aussi aux enseignants ou aux chefs d'établissement que ce document, lors d'une inspection des services, un enseignant du premier degré qui est inspecté par son supérieur hiérarchique, l'inspecteur de l'éducation nationale, va exiger ce document pour voir justement comment l'enseignant il aménage. Donc il y a quand même un intérêt. Et par ailleurs, ce document permet vraiment de dire qui fait quoi, comment, à quel moment et sur quoi on part en termes de compétences. Mais effectivement, il est difficile de l'imposer. Hélas. Oui, madame. Vous pouvez redire où on peut trouver les livrets d'évaluation spécifiques pour les évaluations nationales notamment, là, vous pouvez parler de livret spécifique, de livret d'évaluation. Sur le site de l'ASH du Rhône, il y a pratiquement tout. Il y a un onglet ressources. Oui, concernant les aménagements, est-ce qu'il est possible en fait d'en bénéficier sans avoir un PPS par exemple?
Ou est-ce qu'il faut obligatoirement avoir un PPS pour en bénéficier? Et est-ce que c'est une démarche en fait de la part des parents qui font la demande auprès de chef d'établissement pour le cas d'un non-PPS par exemple, il n'y a pas de notification? Là, effectivement, c'est l'académie qui va déterminer si oui ou non l'enfant peut bénéficier d'un temps supplémentaire aux examens, par exemple au brevet des collèges. Alors s'il n'y a pas de PPS, j'en ai pas de souvenir. J'ai travaillé en MDPH aussi en tant que gestionnaire, donc je peux répondre à cette question. Effectivement, un enfant qui n'a pas de PPS, à savoir pas de notification MDPH active sur le parcours de scolarisation, l'année du brevet, il peut quand même solliciter la demande d'un aménagement. Donc c'est un document souvent rempli vers le mois de novembre de l'année de l'examen, novembre-décembre, qui est à récupérer au niveau de l'établissement. Dans ce document, le médecin scolaire va mettre un avis, et cet avis il y aura aussi des éléments à joindre en termes de rééducation, parce que le jeune il n'a pas forcément un PPS, mais il peut avoir beaucoup de rééducation par ailleurs. Donc les soignants, le médecin scolaire va centraliser un peu ces éléments-là. Ce document va être envoyé à la MDPH du Rhône pour avis, non pas pour décision, pour avis. Et suite à ça, ce document sera retransmis à l'inspection académique, qui elle va dire bah oui, ok, on y va. Donc vous pouvez le demander, il y a quand même une condition, c'est qu'il y ait au moins du soin encore en place. Si le jeune n'a pas de soin, c'est très compliqué d'avoir une mise en œuvre d'un tiers-temps par exemple, s'il n'y a pas de dossier de DPH. Donc parce qu'en fait on peut très bien avoir effectivement avec un enfant ayant des soins, mais sans que, parce que nous, par exemple, nos dossiers, on a fait déposer un dossier, mais il a été retoqué, enfin il a été refusé, donc... Oui, non, mais donc, voilà, mais après, il y a des grilles, enfin ils évaluent... Les médecins de la MDPH font une évaluation de la sévérité, si on peut dire, du trouble de l'enfant. Et c'est pas parce qu'ils ne proposent pas une AVS, par exemple, que pour autant ils ne vont pas proposer le tiers-temps. On peut tout à fait le demander. Ça ne veut pas dire qu'on aura, mais en tout cas on peut le demander.